Race et colonialité du pouvoir par Hannibal Quirano. L'idée de race est sans aucun doute l'instrument de domination sociale le plus efficace inventé ces 500 dernières années. Produit du tout début de la formation de l'Amérique et du capitalisme lors du passage du XVe au XVIe siècle, elle a été imposée dans les siècles suivants sur toute la population de la planète, intégrée à la domination coloniale de l'Europe. La race a été imposée comme critère fondamental de classification sociale universelle de la population mondiale. C'est autour d'elle qu'ont été distribuées les principales identités sociales et géoculturelles du monde à l'époque. D'une part, indiens, noirs, asiatiques, autrefois les jaunes et les couleurs d'olive, blancs et métis. De l'autre, Amérique, Europe, Afrique, Asie et Océanie. Sur la notion de race s'est fondé l'eurocentrage du pouvoir mondial capitaliste et la distribution mondiale du travail et des échanges qui en découlent. Sur elle aussi se sont tracées les différences et distances spécifiques dans la configuration spécifique du pouvoir, avec ses implications cruciales pour le processus de démocratisation des sociétés et des États et pour les processus de formation des États-nations modernes. C'est ainsi que la race, à la fois mode et résultat de la domination coloniale moderne, a imprégné tous les champs du pouvoir capitaliste mondial. Autrement dit, la colonialité s'est constituée dans la matrice de ce pouvoir, capitaliste, colonial moderne et eurocentré. Cette colonialité du pouvoir s'est avérée plus durable et plus enracinée que le colonialisme, au sein duquel il a été engendré, et qui l'a aidé à s'imposer mondialement. Racisme et race. Le racisme dans les rapports sociaux quotidiens n'est pas la seule manifestation de la colonialité du pouvoir, mais il en est sans doute la plus perceptible et la plus omniprésente. Pour cette même raison, il n'a cessé d'être le principal champ de conflit. En tant qu'idéologie, il a même prétendu se présenter au milieu du XIXe siècle comme une théorie scientifique. C'est par cette même prétention qu'il en est venu à appuyer, un siècle plus tard, le projet national-socialiste nazi, allemand de domination mondiale. La défaite de ce projet dans la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, a contribué à la délégitimation du racisme pour une grande partie de la population mondiale, en tout cas en tant qu'idéologie formelle et explicite. La pratique du racisme n'a pas manqué pour autant de s'étendre à l'échelle mondiale. Dans certains pays comme l'Afrique du Sud, l'idéologie et les pratiques de domination sociale ont même réussi à produire un racisme plus intensif et plus explicite. Cependant, même dans ces pays, l'idéologie raciste a dû céder du terrain, notamment face aux luttes des victimes, mais aussi en raison de la condamnation universelle dont elle a été l'objet, ce qui a rendu possible l'élection de candidats noirs. Dans des pays comme le Pérou, la pratique de la discrimination doit aujourd'hui se dissimuler, souvent mais pas toujours avec succès, derrière des codes sociaux qui se réfèrent aux différences d'éducation et de revenus, lesquelles sont précisément une des conséquences les plus claires des rapports sociaux racistes. Ce qui est réellement remarquable en revanche, c'est que pour la majorité écrasante de la population mondiale, y compris les adversaires et les victimes du racisme, l'idée même de race, comme un élément de la nature ayant des implications pour les rapports sociaux, se maintient quasiment intacte depuis ses origines. Dans des sociétés fondées sur la colonialité du pouvoir, les victimes se battent pour établir des rapports d'égalité entre les races. Celles qui ne le sont pas, du moins directement, peuvent admettre volontiers que les rapports entre les races soient démocratiques, même si ce ne sont pas exactement des rapports entre égaux. Cependant, si l'on examine le débat à ce sujet, y compris dans les pays où le problème s'est posé avec le plus d'intensité, aux États-Unis ou en Afrique du Sud, c'est seulement à titre exceptionnel et très récemment
qu'on trouve des chercheurs ayant remis en question, au-delà du racisme, l'idée même de race. La notion selon laquelle la race est un phénomène de la biologie humaine, ayant des implications nécessaires pour l'histoire naturelle de l'espèce, et donc pour l'histoire des rapports de pouvoir, est bien enracinée, persistante et quasiment universelle. C'est ainsi qu'on pourrait expliquer l'exceptionnelle efficacité de cet instrument moderne de domination sociale. Néanmoins, il s'agit d'une construction idéologique nue, qui n'a littéralement rien à voir avec la structure biologique du genre humain et tout à voir en revanche avec l'histoire des rapports de pouvoir dans le capitalisme mondial, colonial moderne et eurocentré. Je propose de parler ici de deux des questions que soulève cette étrange relation entre la matérialité des rapports sociaux et leur dimension intersubjective. Sexe, genre et couleur race. Dans la crise actuelle de la matrice de pouvoir en vigueur, sans doute la plus grave qu'elle a eu à affronter en 500 ans, les rapports de classification sociale de la population planétaire en sont profondément affectés. Ils ont combiné de manière variable toutes les formes de domination sociale et d'exploitation du travail. Mais à l'échelle mondiale, son axe central a été et reste, bien qu'il soit en déclin, l'association entre la marchandisation de la force de travail et la hiérarchisation de la population mondiale en termes de race et de genre. Cette matrice de classification sociale est un phénomène de longue durée, mais l'épuisement de la première et la résistance de la seconde ont produit l'éclatement de l'ancien mode de classification de la population mondiale. La reproduction et la réexpansion des formes non salariales d'exploitation sont une conséquence de l'épuisement des rapports salariaux à long terme. La résistance croissante aux discriminations de genre et de race représente l'autre dimension de la crise. Le monde du capitalisme est, bien entendu, hétérogène en termes historico-structurels. Les relations entre ces parties et régions ne sont pas nécessairement continues. Cela signifie que la crise de la matrice capitaliste coloniale moderne de classification sociale de la population mondiale a des rythmes et des chronologies différentes dans chaque zone du monde capitaliste. Cette résistance des victimes du racisme avance dans certaines régions, tandis que dans d'autres, non seulement elle trouve moins d'espace, mais se heurte aussi à des tentatives ouvertes de relégitimation du racisme. On peut voir à l'œuvre cette discontinuité entre la résistance au racisme et sa relégitimation, par exemple, dans le cas du Pérou, sous le président Alberto Fujimori, 1990-2000. Mais ces mêmes discontinuités mettent justement en évidence la crise mentionnée. À cause de celle-ci, une remise en question de l'idée même de race, et pas seulement de racisme, semble avoir enfin commencé. Cependant, même la minorité qui avance dans cette direction n'arrive pas encore à se défaire des anciens repères mentaux de la colonialité du pouvoir. Ainsi, les mouvements féministes et le débat sur la question du genre ont amené de plus en plus de personnes à admettre que le genre est une construction mentale fondée sur les différences sexuelles qui expriment des relations patriarcales de domination et visent à les légitimer. Certains proposent actuellement que, par analogie, l'on pense la race comme une autre construction mentale fondée sur les différences de couleur. Ainsi, le sexe serait au genre ce que la couleur serait à la race. Cependant, il existe entre les deux équations une différence irréductible. La première renvoie au réel, ce qui n'est pas du tout le cas de la seconde. Premièrement, le sexe et les différences sexuelles existent réellement. Deuxièmement, ils constituent un sous-système à l'intérieur du système d'ensemble que nous connaissons comme l'organisme humain, de même que la circulation du sang, la respiration, la digestion, etc. C'est-à-dire qu'ils font partie de la dimension biologique de la personne. Pour cette raison, ils impliquent, troisièmement, un comportement biologique différencié entre sexes différents. Quatrièmement, ce comportement biologique différencié est lié avant tout à une question vitale, la reproduction de l'espèce. L'un des sexes insémine et féconde, l'autre ovule, conçoit, accouche, allaite, etc.
En somme, la différence sexuelle implique un comportement, c'est-à-dire un rôle biologique différencié. Le fait que le genre soit une catégorie dont l'explication ne peut en aucune manière s'épuiser et encore moins se légitimer par là, ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas un point de départ biologique dans la construction intersubjective de l'idée de genre. Il n'en est rien pour les rapports entre couleur et race. Il est indispensable pour comprendre cela d'examiner de près l'usage du terme couleur quand il se réfère aux caractéristiques des personnes. L'idée même de couleur dans cette relation est une construction mentale. Quand on parle des couleurs politiques, les rouges, les verts, etc., tout le monde est disposé à voir la couleur comme une métaphore, mais il n'en est curieusement pas ainsi quand on dit que quelqu'un est de race blanche ou noire, ou jaune ou rouge. Plus curieusement encore, très peu de gens pensent spontanément qu'il faut une totale déformation de la vue pour admettre que blanc ou jaune ou rouge puisse être la couleur d'une peau saine, ni qu'il s'agit d'une forme de stupidité. Tout au plus, les plus exigeants vont penser qu'il s'agit d'un préjugé. L'histoire de la construction de la couleur dans les rapports sociaux reste certainement à faire. Néanmoins, il existe des indices suffisants pour signaler que l'association entre race et couleur se manifeste tardivement et de façon tortueuse. L'idée de race est antérieure et, à l'origine, la notion de couleur n'a aucune connotation raciale. La première race, ce sont les Indiens, et il n'existe aucune documentation qui indique une association de la catégorie indien avec celle de couleur. L'idée de race naît avec l'Amérique et se réfère à l'origine, on le suppose, aux différences phénotypiques entre Indiens et conquistadors, principalement castillans. Néanmoins, les premiers peuples dominés, auxquels les futurs Européens appliquent l'idée de couleur, n'étaient pas les Indiens, mais plutôt les esclaves, enlevés et devenus objets de négoce sur la côte de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique, et qu'on appellera les Noirs. Bien que cela paraisse aujourd'hui étrange, ce n'est pas à eux que s'applique à l'origine l'idée de race, même si les futurs Européens les connaissent depuis bien avant leur arrivée sur les côtes de la future Amérique. Durant la conquête, les Ibériques, portugais et natifs de Castille, castellanos, utilisent le terme noir, une couleur, comme on le voit en lisant les chroniques de cette période. Cependant, à la même époque, les Ibériques ne s'identifient pas encore eux-mêmes comme blancs. Cette couleur ne se construira qu'un siècle plus tard, au XVIIe siècle, entre les Britanniques américains avec l'expansion de l'esclavage des Africains en Amérique du Nord et dans les Antilles britanniques. Bien évidemment, dans ces pays, le blanc était une construction identitaire des dominateurs, opposée à noir, négro, nigger. Identité attribuée aux dominés quand la classification raciale était déjà clairement consolidée et naturalisée pour tous les colonisateurs et peut-être aussi pour une partie des colonisés. Ensuite, si la couleur était à la race ce que le sexe est au genre, la couleur aurait quelque chose à voir, nécessairement, avec la biologie ou avec quelques comportements biologiques différenciés des organismes. Cependant, il n'en existe aucun indice, puisqu'il n'y a aucune preuve que quoi que ce soit, dans les sous-systèmes ou appareils de l'organisme humain, génital ou sexuel, circulatoire, respiratoire, ou relevant du filtre des toxines et des liquides, de la production des glandes ou des cellules, des tissus, des nerfs, des muscles, des neurones, etc., possède une nature ou une configuration différente, des fonctions ou des rôles différents, selon la couleur de la peau, la forme des yeux ou des cheveux, etc. Sans doute, les caractéristiques corporelles externes, forme, taille, couleur, etc., sont inscrites dans le code génétique de chacune. C'est seulement dans ce sens spécifique qu'il s'agit de phénomènes biologiques, mais cela ne se réfère d'aucune manière à la configuration biologique de l'organisme, aux fonctions et au comportement ou au rôle de l'ensemble ou de chacune de ses parties. Enfin, et compte tenu de tout ce que nous venons de dire, si la couleur était à la race ce que le sexe est au genre, comment pourrait-on expliquer que certaines couleurs soient perçues comme supérieures aux autres? Parce que dans la relation patriarcale entre hommes et femmes, ce qu'on note est que l'un des genres est perçu comme supérieur à l'autre. Ce n'est pas le sexe en tant que tel, ou bien seulement par extension à partir de la construction du genre. Le sexe n'est pas une construction, comme l'est le genre. Nous arrivons donc à la conclusion que la couleur n'est pas la race,
sauf au sens d'une construction de l'autre. En fait, la couleur est une façon tardive et euphémistique de dire race et ne s'imposera mondialement qu'à la fin du XIXe siècle. Le nouveau dualisme occidental et le racisme. Au début de l'Amérique coloniale s'établit l'idée qu'il existe des différences de nature biologique au sein de la population de la planète, associées nécessairement à leur capacité de développement culturel, mental et général. C'est la question centrale de la célèbre controverse de Valladolid. Sa version extrême, celle de Ginés de Sepúlveda, qui nie aux Indiens la qualité d'être humain à part entière, sera corrigée par la bulle papale de 1513, mais l'idée fondamentale ne sera jamais contestée. La domination-exploitation fondée sur ce présupposé, pratique coloniale de longue durée, a permis à cette idée de s'enraciner et de se légitimer durablement. Depuis lors, les vieilles idées de supériorité-infériorité qu'implique tout rapport de domination, y compris simplement bureaucratique, sont restées associées à la nature et ont été naturalisées pendant toute l'histoire qui allait suivre. Voilà sans doute le moment initial de ce qui, depuis le XVIIe siècle, se constitue en mythe fondateur de la modernité. L'idée d'un état originaire de nature dans l'histoire de l'espèce et d'une échelle de développement historique qui va du primitif, le plus proche de la nature, qui inclut bien sûr les Noirs avant tout et ensuite les Indiens, jusqu'au plus civilisé, l'Europe bien entendu, en passant par l'Orient, Inde, Chine. L'association entre cette idée et celle de la race, à ce moment de l'histoire, paraissait sans doute évidente dans la perspective européenne. Elle était inclue dans l'idéologie et la pratique de la domination coloniale depuis la conquête de l'Amérique, et a été renforcée et consolidée au cours de l'expansion mondiale du colonialisme européen. Mais ce ne sera qu'au milieu du XIXe siècle, avec Gobineau, que viendra l'élaboration systématique et théorique de cette association. Ce retard, qui n'a pas été un hasard, n'a pas été sans conséquence pour la colonialité du pouvoir. Sur la base de l'Amérique, le bassin atlantique s'est converti en nouvel axe central du commerce mondial au cours du XVIe siècle. Les peuples et les groupes dominants, participant au contrôle de cet axe, ont rapidement été à l'origine d'une nouvelle région historique et ont ainsi constitué l'Europe en tant que nouvelle identité géoculturelle et en tant que centre hégémonique du capitalisme mondial naissant. Cette position a permis aux Européens, en particulier à ceux de l'Europe occidentale, d'imposer l'idée de race comme base de la division mondiale du travail et des échanges, ainsi que de la classification sociale et géoculturelle de la population mondiale. Pendant les 3 siècles suivants, s'est ainsi configurée la matrice du pouvoir mondial du capitalisme et son expérience intersubjective correspondante. La condition de centre hégémonique de ce système-monde moderne capitaliste, selon le terme de Wallerstein, a permis à l'Europe de jouir aussi de la pleine hégémonie de l'élaboration intellectuelle de toute cette vaste expérience historique, à partir du milieu du XVIIe siècle, et l'a amené, par là même, à mythifier son propre rôle en tant que producteur autonome de soi-même et de cette élaboration. La modernité, en tant que matrice de l'expérience sociale, matérielle et subjective, a été l'expression de l'expérience globale du nouveau pouvoir mondial. Mais sa rationalité a été le produit de l'élaboration européenne. C'est-à-dire qu'elle a été l'expression de la perspective eurocentrique de l'ensemble du monde colonial moderne du capitalisme. Un des noyaux fondateurs de cette perspective eurocentrique a été l'instauration d'un nouveau dualisme, ou plutôt d'une nouvelle version de l'ancien dualisme, comme l'une des bases de la nouvelle perspective de la connaissance. La radicale séparation, et pas seulement la différenciation, entre le sujet, ou raison, âme, esprit, etc., et le corps-objet, comme elle s'est établie grâce à l'hégémonie du cartésianisme sur les propositions alternatives, celle de Spinoza par exemple. Presque toutes les civilisations connues ont en commun la différenciation entre esprit, âme, entendement, et corps. La vision dualiste des dimensions de l'organisme humain est ancienne. Mais dans toutes ces civilisations,
les deux dimensions sont toujours coprésentes. Elles agissent ensemble. Avec Descartes, c'est la première fois que le corps est perçu strictement comme objet et radicalement séparé de l'activité de raison, qui est la condition du sujet. De cette façon, les deux catégories sont mystifiées. Il s'agit d'un nouveau dualisme radical qui a dominé la pensée eurocentrique jusqu'à nos jours. Sans tenir compte de ce nouveau dualisme, il serait impossible d'expliquer l'élaboration eurocentrique des idées de genre et de race. Les deux formes de domination sont plus anciennes que le cartésianisme. On trouve sans doute dans le christianisme médiéval les racines d'une telle séparation radicale entre corps et âme. Mais Descartes est le point de départ de son élaboration systématique dans la pensée européenne occidentale. Dans la perspective cognitive fondée sur le dualisme radical cartésien, le corps est nature, et donc sexe. Le rôle de la femme, du genre féminin, est étroitement lié au sexe et donc au corps. Dans cette perspective, c'est un genre inférieur. La race est également un phénomène naturel, certaines races étant plus proches de la nature que d'autres, et donc inférieures à celles qui ont réussi à s'éloigner le plus possible de la nature. Sur la base de ce qui vient d'être dit, il est pertinent d'insister sur le fait que sans sortir de la prison de l'eurocentrisme en tant qu'orientation des connaissances, dans ce cas précis la prison du dualisme entre le corps et le non-corps, on ne peut pas aller loin dans la lutte pour se libérer définitivement de l'idée de race, ainsi que du racisme, ni de l'autre forme de la colonialité du pouvoir, les rapports de domination entre genres. Pour la décolonisation du pouvoir, quel que soit le cadre concret de référence, il importe dès le départ de décoloniser toutes les perspectives de connaissance. La race et le racisme sont situés comme aucun autre élément des rapports modernes de pouvoir capitaliste, à ce carrefour décisif.